bonsoir à tous. Désolée pour les petits problèmes de connexion. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux amis du monde diplomatique d'organiser cette réunion. On le dit souvent, mais on le pense vraiment. Les amis du monde diplomatique sont une association essentielle pour le monde diplomatique, puisqu'ils sont notre véritable réseau social qui fait connaître ce qu'écrit et produit le monde diplomatique. Donc merci encore très sincèrement à l'association. Et donc ce soir, on parle d'un manière de voir, comme l'a très bien expliqué Sébastien à l'instant. Manière de voir est une publication thématique bimestrielle qui rassemble des articles du monde diplomatique sur des sujets qui nous semblent importants et qui sont évidemment mis en scène, complétés par des articles inédits, des enrichissements documentaires, les fameuses voix de fait dont parlait Sébastien tout à l'heure, pour essayer d'éclairer, d'expliquer, de décortiquer un sujet important. On a choisi le thème des libertés, et d'où le titre assez explicite sur la tonalité du manière de voir, puisque c'est feu sur les libertés. Donc ça signale un constat assez inquiétant que vous êtes sans doute nombreux à partager avec nous. Alors, comme d'habitude, on ne se contente pas évidemment de constater, on explique, et puis on essaie d'ouvrir des perspectives et de voir comment faire évoluer la situation. Donc quand on dit feu sur les libertés, d'abord pour être tout à fait précis, on parle là des libertés publiques, hein, c'est-à-dire les libertés c'est très large, hein, là on a mis l'accent sur les libertés publiques, c'est-à-dire celles qui sont encadrées par l'État, qui sont par exemple la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, la liberté d'association. Toutes ces libertés dites publiques subissent depuis les années 80 une érosion, pour utiliser un mot un peu neutre. Toutes les libertés publiques subissent une érosion depuis le milieu des années 1980. Alors pourquoi cette date? On va en reparler, mais vous voyez bien à quoi je fais allusion. Au début des années 1980, notamment à partir de 1981, quand un gouvernement progressiste a pris le pouvoir, on a eu une période de liberté, de grand accroissement des libertés. Et à partir de 1986, notamment, avec malheureusement déjà des attentats, des gouvernements, notamment de cohabitation, ont commencé à prendre des mesures restrictives des libertés. Et depuis, on est dans une série de restrictions qui s'empilent les unes les autres. C'est pour ça que la première partie, comme il était rappelé d'une manière de voir, s'appelle « Tous les prétextes sont bons ». C'est qu'en fait, là je vous disais le terrorisme, mais la crise sanitaire a été un autre prétexte pour en fait réduire à chaque fois les libertés. Je dis bien prétexte parce que ce qu'on constate, c'est que s'il y a toujours une bonne raison au départ, évidemment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut poursuivre les terroristes, empêcher des attentats, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut nous protéger des microbes et des virus, donc c'est pas du tout ça qu'on discute. Ce qui est contestable, c'est que on choisit les gouvernements choisissent toujours l'approche sécuritaire, alors qu'il pourrait y avoir d'autres approches, et en particulier, on l'a vu avec la crise sanitaire, à l'approche sécuritaire, on aurait pu préférer une approche sociale, je ne sais pas moi, le soutien aux services publics. Non, on a choisi une approche policière, sécuritaire, et c'est pour ça qu'on peut parler de prétexte, parce que ce qui se dessine, en fait, heu, c'est un changement de régime, puisque vous savez que dans les démocraties, et en particulier pour nous les Français depuis 1789, le principe c'est la liberté. Le principe c'est la liberté,
et les autorités ne peuvent porter atteinte aux libertés que si c'est absolument nécessaire et que si ça reste proportionnel. Or là, on s'aperçoit que les atteintes ne sont pas forcément nécessaires, qu'elles sont souvent disproportionnées et que, par ailleurs, finalement, on voit une inversion. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, avant le 1er mai, donc dimanche, on a vu passer des commentaires, des articles qui disaient: «On attend toujours que la manifestation soit autorisée». Ben, en fait, les manifestations dans les démocraties ne sont pas autorisées. Elles sont déclarées et éventuellement, si les autorités constatent qu'il y a un risque pour l'ordre public, et cetera, elles peuvent mettre des conditions encadrées et là, elles vont voir les organisateurs pour choisir un parcours, et cetera, mais on n'autorise pas les manifestations chez nous. Et ce glissement, il n'est pas dû au hasard. Il est révélateur de ce changement du régime des libertés chez nous qui, petit à petit, inverse finalement la charge de la preuve. C'est au citoyen de prouver qu'il a le droit, qu'il est légitime à exercer sa liberté. Alors pas du tout. Je vous rappelle pour mémoire l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qu'il faudrait que tout le monde relise à peu près tous les matins pour voir à quel point la situation s'est dégradée. Cet article 5 dit: «Tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché». Ça veut bien dire que la liberté est le principe. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que, sous différents prétextes, les libertés publiques sont remises en cause, les unes après les autres. Alors à chaque fois, on nous dit: «Bon, ce sont des circonstances exceptionnelles, ces restrictions sont limitées dans le temps, mais on va vite revenir, ne vous inquiétez pas, à une situation normale». Et en fait, que se passe-t-il? Les restrictions qui ont été adoptées au nom des circonstances exceptionnelles sont finalement peu ou prou pérennisées quand on revient à la normale. Et vous avez remarqué, par exemple, l'état d'urgence qui avait été déclenché en 2015 après les grands attentats de Paris, Charlie Hebdo et puis Bataclan Hypercacher, a été pérennisé quelques années après. L'essentiel des mesures exceptionnelles, notamment l'extension des pouvoirs de police, les perquisitions, l'extension de la garde à vue, qui ne devaient durer que du temps de l'état d'urgence, ont en fait été pérennisées après la fin de l'état d'urgence dans différentes lois qui s'appellent sur la sécurité, sécurité intérieure, je crois. Et pareil, hein, pour l'état d'urgence sanitaire, qui a été installé pour faire face à la pandémie de Covid-19, avait prévu, ben, vous vous en souvenez, c'est pas si vieux que ça, des mesures gravement attentatoires aux libertés, puisqu'on ne pouvait plus sortir de chez nous, que la France a même inventé en exclusivité mondiale quelque chose que le monde entier nous a envié, la fameuse autorisation dérogatoire de sortie de chez soi. Vous savez, le papier qu'on se signait à nous-mêmes pour pouvoir sortir, ce qui est quand même le comble du fantasme bureaucratique, hein, puisque ça servait strictement à rien, et que ça permettait en revanche, alors c'est là que c'est grave quand même, aux policiers de verbaliser avec des scènes qui mériteraient de faire l'objet de sketchs, si Guy Bedos était encore parmi nous, où la police a verbalisé des sans domicile fixe qui, par définition, ne pouvaient pas produire d'attestation de sortie de domicile. Ah, mais ça, quand même, verbalisé, donc on a eu de grands moments. Et donc, la plupart de ces mesures qui étendaient, puisque c'est la caractéristique de la tendance dans laquelle on est, c'est d'étendre en permanence les pouvoirs de police au détriment de ceux de la justice, par exemple, eh bien, ces extensions ont été pérennisées. Par exemple, la possibilité des contrôles d'identité, si vous voulez, on pourra rentrer dans le détail. Je donne juste deux exemples. Je sais pas, au début des années 80, 1980, la police ne pouvait pas vous demander vos papiers. Elle ne pouvait pas vous demander vos papiers d'identité. Il fallait qu'il y ait eu, par exemple, un crime, un délit, et que dans le cadre de la poursuite des malfaiteurs, la police
vous demande vos papiers pour réaliser son enquête. Hein. Eh bien, aujourd'hui, la police peut potentiellement vous demander vos papiers à tout bout de champ, sous les prétextes les plus divers. Elle peut aussi, alors que c'était jusqu'à 20 ans interdit, fouiller votre véhicule, fouiller vos sacs. C'est quand même gravement... Pendant très longtemps, le Conseil constitutionnel a considéré que la voiture était assimilable au domicile privé des citoyens et que donc la police ne pouvait pas perquisitionner une voiture plus qu'elle ne pouvait perquisitionner un domicile privé sans mandat. Aujourd'hui, tout ça a sauté. Il suffit qu'il y ait un contexte, c'est-à-dire la nouveauté, c'est que vous pouvez, le contrôle peut vous être infligé alors que vous n'avez strictement rien fait. Avant, pour que le contrôle puisse être effectué, il fallait que vous soyez soupçonné ou soupçonnable de quelque chose. Là, c'est en fonction des circonstances ou du périmètre dans lequel vous avez le malheur de vous trouver qu'on va pouvoir fouiller vos sacs, votre voiture, vous demander vos papiers. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Dernièrement, le Conseil d'État, je crois, ou le Conseil constitutionnel, je ne sais plus, enfin l'une de ces deux juridictions suprêmes, je vérifierai après, euh, a autorisé, par exemple, les drones. Vous savez que la surveillance des manifestations par des drones était interdite parce que c'est gravement attentatoire aux libertés, ça produit de la surveillance, c'est une atteinte à la vie privée, ça permet de ficher les gens. Donc jusqu'à il y a 2 mois, malgré les demandes de la police et de certains responsables politiques, plutôt marqués à droite, il était interdit d'utiliser les drones. Eh bien, à l'occasion du confinement sanitaire, on a autorisé temporairement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les drones. Et on nous a dit, ne vous inquiétez pas, quand la pandémie sera finie, quand on aura levé l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation des drones sera à nouveau interdite. Eh bien non, ça vient d'être finalement autorisé. Alors, pas pour les polices municipales, mais pour la police nationale, avec, je crois, une autorisation du préfet, il y a quand même quelques contrôles. Mais on voit bien le glissement. On commence par nous dire non, 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 vous inquiétez pas. Après, on trouve une circonstance pour utiliser un peu, et puis après, de fil en aiguille, etc. Donc, vous voyez bien la tendance qui se dessine. Et quand vous faites le bilan, c'est ce qu'on fait dans la manière de voir, vous vous apercevez qu'aucune liberté aujourd'hui n'échappe à ces intrusions policières, ces contrôles. Alors, on a parlé des manifestations, mais maintenant aussi la liberté d'expression, puisque vous pouvez être mis en garde à vue pour des propos que vous tenez. Alors évidemment, c'est lié à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre les contenus haineux. Donc, on est tous d'accord, on dit c'est vrai, il faut lutter contre le terrorisme. Les contenus haineux, on ne sait pas, mais on voit bien le glissement là aussi. Vous pouvez faire l'objet finalement de poursuites, de mesures de contrôle policier pour des choses que vous dites, pas pour des choses que vous faites. Donc, vous voyez, encore un glissement. Alors, jusqu'où ira le glissement? Donc, là, normalement, on était dans un régime, là aussi, de liberté d'expression totale, avec l'idée que, eh bien, sauf diffamation, sauf des cas particuliers, on pouvait régler ça devant le tribunal. Aujourd'hui, tac, on inverse. Il y a des propos qui, par définition, sont interdits. Alors, je dis par définition, la définition est justement pas très précise. Qu'est-ce qu'un contenu haineux? Qu'est-ce que faire l'apologie du terrorisme? Il y a dans le Manière de voir des articles du magistrat Vincent Cizère qui nous expliquent que contrairement à ce qu'on croit, le terme de terrorisme n'est pas du tout précis et qui peut très bien servir à incriminer des mouvements de protestation, par exemple syndicaux, qui relèvent simplement de la liberté d'expression politique. Parce qu'on va soupçonner, on va imputer aux manifestants, à ceux qui expriment des propos, des intentions dangereuses, attentatoires à l'ordre public. Et donc, tac, vous pouvez vous retrouver tout d'un coup. Vous souvenez-vous des manifestants pour la COP 21? C'est spectaculaire. La COP 21 à Paris, des gens qui manifestaient pour défendre le climat se sont retrouvés mis dans des périmètres de sécurité, interdits de sortir. Donc, on leur a infligé le régime qu'on inflige aux terroristes parce qu'on avait peur
que ces manifestations dégénèrent. Donc voilà, on pourrait multiplier les exemples. On constate, pareil, hein, la liberté d'association, vous avez vu la dissolution de plusieurs associations décidées par le gouvernement. Alors, ça a commencé par le CCIF, il y a eu Baraka City, il y a eu Génération Identitaire. Et puis là, tout d'un coup, le gouvernement a dit « Oui, Palestine vaincra, ce sont des dangereux terroristes. On dissout. » Vous voyez le glissement, on commence par Génération Identitaire, l'extrême droite, on commence par des associations qui seraient liées à des terroristes, tac, 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 puis de glissement, tac, voilà des associations palestiniennes. Alors heureusement, la justice vient d'annuler pour Palestine vaincra et une autre association pro-palestinienne, le décret de dissolution pris par le gouvernement. Donc il y a quand même un garde-fou qui s'est manifesté, mais on voit bien le glissement chez les pouvoirs publics. Alors depuis 86, en fait, hein, tous les gouvernements de droite comme de gauche sont sur la pente. Hein. Malheureusement, hein, on a eu des gouvernements de couleurs différentes et on a eu malheureusement le glissement attentatoire aux libertés publiques est pareil selon quel que soit le gouvernement. Et on a même eu, vous vous souvenez, en 2015-16, une tentative de la part du président François Hollande de déchéance de la nationalité contraire aux traités internationaux qui finalement a été retirée sous les protestations, y compris de sa propre majorité. Donc voilà, la deuxième chose qu'on décrit dans le manière de voir, et après je vais laisser la place à la discussion parce que je pense que tout le monde a envie d'intervenir, c'est le rôle évidemment des nouvelles technologies, très important. Alors on parlait des drones là, mais toutes ces technologies de surveillance qui induisent la constitution de fichiers. Alors là, ce qui est inquiétant, ce qu'on décrit donc dans la deuxième partie des manières de voir, c'est que on voit apparaître un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'on connaissait jusqu'à présent la censure d'État. Il y a un papier historique qui remonte à François Ier, etc. Donc on sait que les États peuvent avoir envie de censurer, et on voit par exemple aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine qui coupe Internet, qui ferme des sites, qui interdit des journaux, donc on connaît ça. Le phénomène nouveau, c'est évidemment les grands groupes privés, Facebook, Amazon, qui créent une censure privée, qui exercent une forme de police sans contrôle. Alors ça, c'est nouveau. Et ils font eux-mêmes la police. Vous le voyez, ils suppriment des comptes, ils mettent des avertissements, ils font disparaître des contenus. Alors toujours avec de bons prétextes contre les contenus haineux, pour traquer les terroristes. Bon, mais ils s'érigent en juges alors qu'ils n'ont pas de mandat, qu'ils n'ont pas de fonction judiciaire. C'est une forme de censure privée. Et Félix Tréguer, de la Quadrature du Net, décrit dans un article du Manière de voir comment on assiste même maintenant à une collaboration et une interdépendance des puissances publiques et des pouvoirs privés pour censurer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'Internet libertaire, ce rêve de la liberté par Facebook, par la société civile qui est née avec Internet il y a presque 30 ans maintenant, eh bien, il est en train de s'effacer, puisqu'on constate que de plus en plus, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., transfèrent des données au pouvoir public, à la police, dans des conditions opaques, sans contrôle des juges. Donc se construit une espèce d'interdépendance qui n'est pas transparente, qui n'est pas contrôlée, dont les gens ignorent souvent les tenants et les aboutissants, et qui est sans doute le phénomène nouveau de la période que nous vivons. Alors, on a aussi dans le phénomène, vous savez, ce qu'on appelle les villes sûres. Certaines municipalités, comme Nice en France, se font des municipalités pilotes de l'utilisation des nouvelles technologies, toujours avec de bonnes raisons, pour nous protéger, pour surveiller, détecter les comportements déviants. Mais vous savez que
dans certains cas, le stockage des données n'est pas parfaitement contrôlé par exemple, la Commission nationale informatique et liberté, qui n'a pas tous les moyens de travailler. Et vous savez que certaines municipalités souhaitent aller plus loin dans la surveillance, avec par exemple l'utilisation de la reconnaissance faciale. Pour l'instant, la justice a dit non, mais certaines municipalités, des personnalités comme Christian Estrosi reviennent à la charge régulièrement, et il est à craindre, comme pour les drones, un jour, la justice cède et autorise ces technologies gravement attentatoires à la vie privée et finalement à notre liberté d'aller et venir, notre liberté de manifestation. Donc voilà, pour m'acheminer vers ma conclusion et laisser du temps à la discussion, je terminerai en vous disant qu'il y a une troisième partie d'une manière de voir consacrée justement au contre-pouvoir et aux résistances. Parce qu'après les 2 chapitres qui décrivent la mécanique liberticide et le rôle dans la deuxième partie des nouvelles technologies, on a voulu rendre compte de toutes les résistances. Parce qu'il y a des résistances. Alors, il y a des associations comme par exemple la Quadrature du Net, qui mettent à disposition des populations des outils juridiques, qui transmettent des informations, qui déclenchent des procédures. Il y a des collectifs d'avocats qui soutiennent les victimes d'atteinte aux libertés. On a aussi des juges qui refusent de céder à la mécanique sécuritaire. Parce que la justice, malheureusement, bon ça rejoint une discussion qu'on a déjà eue avec certains d'entre vous sur le caractère autoritaire des institutions de la Ve République. On le voit en matière de liberté publique, puisque la justice, qui est censée être un contre-pouvoir face aux dérives autoritaires de l'exécutif, est embarquée dans la dérive sécuritaire. Elle fait partie de plus en plus de la chaîne pénale. Alors, on a un article d'une magistrate qui s'appelle Evelyne Sirmarin, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui explique comment, d'une part, la justice est paupérisée. Donc, elle est contrainte de se livrer à une justice d'abattage qui ne permet pas de juger correctement les gens. En plus, elle est soumise à une logique de chiffres. Et donc, elle est embarquée, elle en vient à seconder le bras répressif de l'État, alors qu'elle est là normalement pour protéger les citoyens. Et ça, c'est lié à ces lois pénales qui se sont accumulées depuis une vingtaine d'années et qui, à chaque fois, renforcent déjà les pouvoirs intrusifs de la police, comme on l'a dit tout à l'heure, mais diminuent le contrôle du juge ou l'obligent à travailler dans des conditions d'abattage, le mot est utilisé par la magistrate Evelyne Sirmarin, avec notamment les fameuses comparutions immédiates, où vous êtes jugé en quelques heures sans avoir le temps de présenter votre défense. Et alors, évidemment, avec souvent, malheureusement, d'ailleurs, une très forte dimension d'injustice sociale, puisque souvent, c'est des personnes de milieux défavorisés qui subissent cette justice d'abattage parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un grand avocat, parce qu'elles s'expriment mal devant les juges. Donc, il y a une dérive de la justice assez inquiétante, mais là aussi, nous décrit Evelyne Sirmarin, des avocats résistent, déjà ils font grève, ils lancent des pétitions, et puis certains prononcent des non-lieux. Ils ont relaxé, par exemple, des gilets jaunes qui avaient été injustement poursuivis par l'État. C'est très inquiétant, hein, la répression des manifestations dont le mouvement des gilets jaunes a été le symbole. C'est-à-dire c'est une véritable répression d'État qui s'est passée, hein. C'est-à-dire on a eu droit à des choses extrêmement graves, enfin droit, on a eu non-droit à des mesures extrêmement graves, hein, comme des gardes à vue préventives, des gens arrêtés, qu'on a empêchés d'exercer, alors qu'ils n'avaient rien fait, leur droit fondamental à manifester, qui ont été arrêtés, mis en garde à vue sous des prétextes complètement mineurs. La plupart des gardes à vue ont d'ailleurs été annulés, mais a posteriori, c'est-à-dire le mal était fait, les gens avaient été empêchés de manifester. Donc il y a quand même des juges qui résistent. Et donc la situation est préoccupante, très préoccupante, mais elle n'est pas, j'allais dire, désespérée, puisqu'on prend conscience de l'étendue des menaces et des atteintes à nos libertés, et on sent
qu'à différents endroits, des résistances s'organisent. Et la petite soirée qu'on a en ce moment, la petite discussion qu'on va avoir, c'est aussi une forme de résistance puisqu'on va partager des constats, des idées ensemble pour essayer de sortir de cette situation. Voilà, j'espère ne pas avoir parlé trop longtemps. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui veulent intervenir et ça ne m'étonne pas du tout. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on va passer aux questions. Alors, on va prendre un peu un peu dans l'ordre et puis on verra ensuite. Alors, alors de Frédéric, peut-on parler de processus de fascisation, à savoir, malgré l'apparence de démocratie et les élections, la place centrale prise par la police nationale, contrôle, surveillance, répression, l'idéologie xénophobe, notamment dans les médias, et l'essentialisation de la nation, entre mauvais et méchant. Voilà, ce sujet. Ça, c'est une question fondamentale. Moi, j'hésite toujours à utiliser le mot fascisme parce que c'est lié à un contexte particulier de l'histoire. Et vous savez que les fascismes étaient, sauf erreur, sinon vous me corrigerez, étaient aussi des régimes parfois démagogiques et populistes où les gens étaient encadrés. C'est-à-dire, il n'y avait pas que le bras policier, il y avait aussi un embrigadement, dans des camps de jeunesse, il y avait tout un ensemble qui parfois endormait les gens. Il y avait des syndicats officiels, pas des groupes officiels. Je pense sous Pétain qu'il y avait des groupes officiels qui encadraient. Donc voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, je partage avec vous l'idée qu'on est en train de changer de régime et que c'est un régime, on va vers un régime autoritaire avec une forte dimension policière. On a, où les contrepoids à l'administration s'étiolent. On a parlé de l'autorité judiciaire, là, elle est privée des moyens d'exercer concrètement son rôle de contrepoids, même si elle y arrive encore, hein, puisque je vous disais qu'elle a annulé la dissolution de Palestine vaincra. Les médias, qui sont supposés être un quatrième pouvoir, sont souvent au contraire à ajouter de l'eau au moulin répressif, genre mais que fait la police, à en rajouter. Donc on est effectivement dans un… C'est pour ça que je vous citais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en début d'intervention. Si vous la relisez, vous verrez qu'on est en infraction quasiment avec tous les articles. Pas un article qui soit respecté aujourd'hui. Alors ensuite, donc on est aussi dans le problème de la démocratie, dans un pays sans séparation de pouvoir, peut-on parler de démocratie? Désigner des ennemis intérieurs et extérieurs, immigrés entre autres, est une méthode classique de détournement de l'attention utilisée par les autocrates du XXe siècle. Et je vais continuer un peu sur donc liberté d'expression. Mon compte a été bloqué après avoir écrit que Macron et son gouvernement vendaient des armes aux dictateurs. C'est plus des observations. Ensuite, on a quel est le fondement juridique et légal des conseils de défense, voilà, les conseils de défense pour préparer les décisions sanitaires du gouvernement prises normalement en Conseil des ministres. Je ne sais pas s'il existe encore, d'ailleurs, il est encore là, le compte. Ah, bonne question. Il faudra effectivement regarder. Alors sur les deux points, effectivement, on est dans des sociétés maintenant gouvernées par la peur. Et il n'y a pas de démocratie dans la peur. Et à chaque fois, il y a une raison de nous faire peur. Alors, il y a souvent des causes réelles. Quand il y a eu les attentats en 2015, on avait légitimement peur. Au début de la pandémie, on avait légitimement peur. Là où ça devient problématique, c'est quand tout est construit autour de la peur. Et on avait, si vous vous souvenez, les conférences de presse pendant la pandémie du ministre de la Santé qui nous donnait les chiffres des contaminations, des morts. Ça, c'était vraiment anxiogène pour le coup. Donc, on voit bien qu'il y a un certain goût des dirigeants pour la peur, parce que la peur est une manière de discipliner les citoyens.
Et alors la peur n'évite pas le danger et on a du mal, du fait de l'ambiance justement autoritaire et de notre constitution, nos institutions qui sont quand même très verticales, à s'emparer des espaces de liberté qui nous restent justement pour se libérer de la peur. Et là, on a un espèce de cercle vicieux qu'on a particulièrement vu pendant la pandémie parce qu'on était seuls chez nous. Donc, dépendant des informations qui venaient comme ça, même si on était en contact les uns avec les autres, le fait d'être privé des interactions humaines, il y a un papier dans le Manière de voir qui montre comment Macron a choisi justement des solutions par rapport au Covid qui supprimaient les interactions humaines. Alors, avec le prétexte officiel, ben, les interactions humaines favorisent la propagation du virus, donc il faut les empêcher. Mais il y avait aussi une conséquence politique, c'est que quand vous empêchez les interactions humaines, finalement, vous rendez plus compliqué la constitution d'une opinion publique et d'un esprit de résistance. Donc cette logique de peur est très ancienne, on l'a eu avec les attentats et la pandémie, mais on peut la retrouver, je ne pense pas exagérer en disant ça, quand certains journalistes ou économistes nous faisaient peur avec la dette. Ah, l'explosion de la dette, ça allait être le chaos, tout allait s'effondrer, etc. Jusqu'à ce que des économistes, notamment les économistes d'attaque, les économistes atterrés, commencent à nous dire, oui, la dette, c'est un problème, mais enfin bon, il y a une partie de la dette qui est légitime, il y a une partie de la dette qui est artificielle, etc. Donc, on nous faisait aussi peur avec la dette. Alors, par rapport au Conseil de défense, moi, je partage l'interrogation. Je pense que la légalité de tout ça est complètement douteuse, que c'est passé parce qu'on était dans l'état d'urgence, que l'état d'urgence est un état d'exception, mais que si on avait eu un véritable Parlement, c'est-à-dire comme on pouvait avoir sous la Troisième République ou la Quatrième République, ce type de pratique aurait été arrêté tout de suite. C'est parce qu'on est sous la Cinquième République et qu'on est habitué à des pratiques verticales, autoritaires du pouvoir, que finalement le Parlement s'est laissé faire. On a eu quelques protestations, mais voilà que le président, avec des situations complètement absurdes, où le président faisait des conférences de presse, où il nous annonçait les décisions qu'il avait prises, le Parlement ne s'était même pas prononcé. Le Parlement se prononçait le lendemain. Mais il était tellement évident, grâce à nos merveilleuses institutions, que le Parlement allait suivre le président, que ben voilà, il suffisait que la parole présidentielle soit délivrée pour qu'on on passe aux actes. Oui, on a avec la constitution de la Ve République ce qu'un président aujourd'hui décédé avait appelé un coup d'État permanent. Bon, après, il s'en est bien accommodé, hein, mais bon, il a bien... Alors, ouais. je continue. Alors, Jacqueline, chaque fois que je vais les contrôles au faciès, je reste pour être témoin. Je dis à un policier qu'il n'avait pas le droit de tutoyer les jeunes et je me suis fait menacer d'amende pour trouble à l'ordre public. Quel est notre droit en la matière? Et ne peut-on rester sur place, circuler, on dit. Alors, moi, il faudrait demander très précisément quels sont nos droits à un avocat, mais en tout cas, la prudence est de mise aujourd'hui, hein, parce que un policier a vite fait de vous accuser d'outrage et le temps que vous vous expliquiez, vous êtes déjà au poste. Hein, donc, il faut... Alors, sur le site de la Ligue des droits de l'homme, il y a un guide. Que faire dans les manifestations? Que faire en cas de contrôle d'identité? Quels sont vos droits si la police vous interpelle? Il y a ça sur le site de la Ligue des droits de l'homme et sur le site d'Amnesty International. Donc, vous pouvez trouver tout ça. Sur la police, Sébastien citait tout à l'heure l'article de Laurent Bonelli. Il est effectivement très explicite du fait que la police, aujourd'hui, est devenue en fait la gardienne de l'ordre social. Donc elle se fait, alors que sa mission, bah, c'est lutter contre la délinquance, régler des problèmes de voisinage. Aujourd'hui, elle est là en fait pour policer dans tous les sens du terme la vie sociale
C'est pour ça qu'elle va embêter les jeunes, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'attroupent. Alors que c'est pas si les jeunes n'ont rien fait, il n'y a aucune raison d'aller les embêter. Mais elle a des consignes, rassurer les habitants, rassurer le bourgeois, comme on disait dans le temps. Donc, il faut qu'ils déguerpissent, il faut que... Et donc, c'est une stratégie de harcèlement qui a été théorisée et ils ont des consignes pour ça. Alors l'autre, donc ça, dit Laurent Bonelli, s'il y avait un pouvoir politique différent, il pourrait donner d'autres consignes. Hein, donc ça, d'un côté, c'est rassurant si d'autres consignes descendent, parce que le policier, il applique les ordres aussi. Alors la question du contrôle au faciès, elle est très ancienne. Alors j'avais une fois posé la question à un policier, qui était plutôt un policier, c'était pas un policier d'extrême droite, hein, et il m'avait dit, bon, nous, les policiers, on est obligés d'être, alors vous allez voir le raisonnement, comment ça glisse là aussi. Nous, on est obligé très rapidement de repérer les individus. Donc, on est obligé d'être physionomiste. Donc, il dit, c'est comme ça qu'on arrive au contrôle au faciès. On sait que, proportionnellement, dans la délinquance, il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. Il y a beaucoup plus de personnes d'origine arabe, pas parce qu'ils sont arabes, mais parce qu'ils sont dans des quartiers de relégation sociale, des quartiers criminogènes. Donc, en proportion. Donc, il dit, nous, pour aller vite, vous voyez, c'est tordu comme truc, hein. Je fais exprès pour voir comment ça glisse. Alors après, vous avez le phénomène du racisme qui vient par là-dessus, où vous avez tous les préjugés qui ressortent, avec toutes les caricatures, les tziganes sont des voleurs, les arabes, etc. Mais donc, vous avez cette logique dont les jeunes ont toujours souffert, et qui là devient un peu une manière de fonctionner sous des prétextes d'efficacité, etc. Mais là, c'est pareil, hein, s'il y avait des consignes, il y avait eu dans le temps des ministres de l'Intérieur dans les premiers gouvernements de gauche après 1981 qui avaient donné d'autres consignes aux policiers. Donc là, c'est parce que le mauvais exemple vient d'en haut aussi, hein. Alors, ensuite, on a une question concernant, alors, je ne sais pas, je ne connais pas exactement, que pensez-vous de la fermeture des mosquées? Ça, c'est une question délicate. Il faudrait regarder au cas par cas. Ce que j'ai lu, c'est que les mosquées en question étaient des mosquées dans lesquelles les imams étaient étrangers et prêchaient soit l'apologie du terrorisme, soit des choses attentatoires aux droits des femmes. Alors ça, c'est le discours officiel. Après, il faudrait regarder au cas par cas si c'est vrai. On sait hein, qu'il y a une tendance de l'islam rigoriste, fondamentaliste, qui n'est pas particulièrement progressiste vis-à-vis des femmes et qui a une vision que dans l'univers catholique, on appelait cléricale de la société et qui promeut des emprises de la religion sur l'espace public. On sait que ça existe, ça. Après, est-ce que dans certains cas, c'est un prétexte utilisé par le gouvernement pour régler d'autres problèmes? Ça, il faut regarder au cas par cas. Mais on sait, il ne faut pas être naïf, hein, que certains lieux de culte sont des lieux qui abritent des courants rigoristes et potentiellement attentatoires aux libertés. Ça, c'est vrai. C'est très minoritaire, ça c'est sûr aussi. Très, très minoritaire, extrêmement minoritaire. Mais on sait que ça existe, ça, oui, c'est vrai. Alors, ensuite, quelqu'un qui voudrait évoquer, si c'est possible, le droit à l'image en lieu public, c'est-à-dire en quoi notre image ne nous appartient plus, simplement. Là, c'est pareil, on a un glissement. Normalement, on ne peut pas vous filmer dans la rue. Normalement, vous devez pouvoir même prendre le train de manière anonyme. Et là, on s'aperçoit que on autorise de plus en plus, au nom d'une part de la sécurité, les prises de vue sur la voie publique, ou d'autre part je pense pour le train, quand on vous demande votre date de naissance, par exemple,
c'est quand même bizarre. On vous demande votre date de naissance pour prendre le train, il n'y a aucune raison. Pour des raisons j'allais dire, administratives. Voilà, on fait des choses qui, à 20 ou 30 ans, n'étaient pas possibles. Alors finalement, les caméras ont été autorisées, mais on ne peut pas stocker, normalement, on ne peut pas stocker les images et vous avez le droit d'accès, normalement. Mais pour ça, il faut pouvoir le vérifier, il faut des mécanismes de contrôle et vous avez droit, évidemment, vous, à votre image, à votre vie privée. D'où le débat sur les drones aussi. Donc là, on est encore en train de glisser en autorisant de plus en plus de filmer et de conserver des images, surveiller les allées et venues, toujours normalement de manière temporaire, sous des prétextes limités, mais petit à petit, on voit bien que voilà, on Alors, s'installe. la personne justement dit que en fait, on peut photographier, on peut tout photographier dans un lieu public, mais c'est la publication qui est interdite. Voilà, c'est ça, la publication et la conservation. Ensuite, donc, on passe alors à l'histoire de la censure des médias russes, RT et Sputnik, qui s'est faite au niveau européen. À votre connaissance, n'y a-t-il aucun recours en justice contre ces décisions? À quand le tour des médias français? C'est c'est très intéressant, RT et Sputnik, parce que, et ça a été relevé par Reporters sans frontières, l'interdiction s'est effectuée dans un cadre légal très douteux. C'est-à-dire que ça a été fait au nom des sanctions, donc c'est une décision politique, hors de tout cadre légal, c'est-à-dire de procédure. Normalement, quand on vous sanctionne, vous avez le droit de présenter votre défense, et c'est seulement après qu'on peut éventuellement vous sanctionner. Mais normalement, dans un régime de liberté, on ne peut pas vous infliger une sanction, on ne peut pas vous pénaliser si vous n'avez pas eu, entre-temps, la possibilité de présenter votre défense, avoir vos dossiers. Donc là, on a un cadre légal particulièrement douteux et il y a un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais je ne sais pas si elle a rendu sa décision. Alors ensuite, le Conseil constitutionnel, qui ne semble plus garantir les libertés publiques. Les juristes y siégeant sont-ils trop dépendants du gouvernement? Alors, le Conseil constitutionnel, à qui j'ai consacré un article dans le Monde Diplo il y a quelques années, sous le titre Vous avez dit sage, point d'interrogation, ne joue pas du tout son rôle de gardien de la Constitution et des libertés, parce qu'on a vu qu'en fait, il a validé la plupart des mesures attentatoires aux libertés, alors à quelques virgules près, de même qu'il valide, contrairement à son homologue allemand, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, tous les traités européens, alors que vous savez que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a souligné ce qu'on appelle le déficit démocratique des institutions européennes et a exigé le renforcement des droits démocratiques du peuple allemand avant la ratification des derniers traités européens. Donc le Conseil constitutionnel, c'est en train de tourner entre nous à la bouffonnerie. C'est le conseil qui ne surveille rien. Alors quand vous regardez sa composition, c'est pas forcément étonnant. Vous avez plein d'anciens ministres, avec des gens aussi vertueux que Roland Dumas, vous voyez, bon, voilà, qui quand même, Roland Dumas a présidé le Conseil constitutionnel, quand on se souvient de son comportement et des affaires qu'il a eues, bon, voilà. Donc on a un système très politique. On a un système très politique qui fait qu'on est un peu dans l'entre-soi. Hein, Laurent Fabius, ancien Premier ministre, est-il le plus neutre pour juger ce que fait le gouvernement Macron? Bon, voilà, quand on sait par ailleurs que le fils de Laurent Fabius est un des acteurs du cabinet conseil, je ne sais plus son nom là, ça ne me revient pas. Mais bon, voilà, donc non, le Conseil constitutionnel ne remplit pas du tout son rôle. Alors le pourrait-il? Moi, je suis devenue très, très pessimiste par rapport à ça. Je me demande si on ne devrait pas chercher d'autres modes de contrôle
que le Conseil constitutionnel, je ne sais pas. Je lisais l'autre jour que mon ami André Bellon suggérait qu'on crée un référendum d'initiative citoyenne pour justement contrôler la constitutionnalité des lois. Ça, il n'y aurait pas que le Conseil constitutionnel, mais les citoyens pourraient le faire eux-mêmes. Ça pourrait déjà peut-être éviter le tête-à-tête pénible avec cette institution qui est vraiment devenue fantomatique. Alors ensuite, alors le télé, alors on va dire l'INED. Voilà. L'INED a publié en mars 21 un papier qui montre que les chiffres de la mortalité officielle de Véran sont gonflés d'au moins 25%. Est-ce que cette information est avérée? Je ne sais pas. Non, j'ai pas d'infos là-dessus. On ne sait pas trop. Donc, alors, on va dire pourquoi un tel silence, notamment des médias, sur la dissolution de nombreuses associations musulmanes en France depuis la loi séparatiste. J'ai lu le chiffre de 750 dissolutions. 750, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît vraiment beaucoup. Il y en a eu plusieurs. Et on en a quand même parlé, celle du CCIF, de Baraka City. Et puis bon, ils ont dissous Génération Identitaire. Ils ont bon. Non, je ne pense pas qu'il y ait un silence. Je pense pas qu'il y ait un silence. Après, quel est le contrôle? Ça, j'étais un peu rassurée que le Conseil d'État annule la dissolution des associations pro-palestiniennes, parce que ça veut dire qu'il exerce quand même un contrôle sur un sujet qui est quand même sensible, parce que souvent, il y a des accusations. Quand vous êtes pro-palestinien, on va parfois vous accuser de choses qui n'ont rien à voir. Donc, non, je trouve qu'on en parle. Après, on n'a sans doute pas un débat sur au cas par cas, sur la légitimité de ces dissolutions. Et puis, est-ce que c'est efficace? Il y a un article dans le Manière de voir qui souligne que la dissolution est présentée comme une arme de protection très efficace, alors qu'en fait, dans l'histoire, les annulations, les dissolutions n'ont pas forcément été très efficaces. On a vu des groupes dissous, par exemple les ligues d'extrême droite dans les années 30, se renaître sous d'autres formes. Donc c'est de l'affichage politique en fait aussi, hein. C'est de la com. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui souhaite aussi que, alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec l'affaire Benalla, est-ce que c'est un rapport avec les libertés, enfin, le dossier, je ne sais pas, dans quoi on pourrait. Il y a quelqu'un qui souhaite parler de l'affaire Benalla, je ne sais pas. Ah oui, c'est la personne qui nous a fait une très bonne remarque sur les prises de photos en public. Donc, Benalla, c'était un cas d'abus de pouvoir, hein, parce que là, on était déjà dans le cadre d'une répression policière, où ça tapait quand même dru. Et on a eu un individu Alexandre Benalla, qui avait finalement pris à partie des manifestants, comme s'il était policier lui-même, hors de tout cadre légal, et qui, ça c'est assez, assez symptomatique, hein, de la dégradation des pratiques, hein, qu'une personne comme ça, qui sous prétexte qu'il est proche du président, se permette ça, et que finalement ça passe. Il s'en est assez bien sorti finalement, Benalla, hein, au total. Alors, les gilets jaunes. Dans les situations genre gilets jaunes, qui commande qui? C'est le ministre, la police, le préfet? Ne risque-t-on pas, pardon, une influence grandissante ou une autonomie de la police pour gérer ces problèmes d'ordre public? Dans le cas des gilets jaunes, on a eu très clairement des consignes qui sont venues d'en haut, d'étouffer le mouvement par tous les moyens, en utilisant des méthodes, il ne faut pas avoir peur des mots, répressives, c'est-à-dire qui normalement n'ont pas lieu d'être dans un régime démocratique. Alors on nous a dit c'est pour lutter contre les casseurs, à chaque fois toujours un prétexte, mais en fait les gens qui ont été éborgnés,
c'était pas des Black Blocs, c'était pas des casseurs, c'était monsieur et madame tout le monde. Donc cet argument-là, il est nul et non avenu. Et la police a utilisé des pratiques qui sont interdites dans d'autres pays, comme la NAS. Elle a utilisé des pouvoirs exceptionnels, comme les interdictions, les gardes à vue, les fouilles préventives de véhicules. Et on a eu une véritable répression d'État, donc choisie par le gouvernement. Et la question qu'on doit se poser, et qui, moi, me tarabuste, c'est-à-dire j'y pense régulièrement, c'est est-ce que des gens comme nous, enfin, disons, je sais pas, peut-être plutôt des gens comme moi, c'est-à-dire enseignantes, journalistes, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour dénoncer ça? Le monde diplomatique a fait des articles sous la plume de Serge Halimi, notamment Pierre Rimbert. On a dit qu'on soutenait le mouvement des Gilets jaunes. Mais est-ce qu'on les a aidés autant que ça quand le bras de la répression policière s'est abattu sur eux avec une violence indigne d'une démocratie? Je n'ai pas la réponse. Je me dis, est-ce qu'on a fait parce que souvent on dit, oui, que font les gens? Les gens ne se révoltent pas. Mais quand ils se révoltent, bah, ils se prennent des LBD, qui sont des armes de guerre. Ils se font éborgner, il y a des mains arrachées. Bon, voilà. En tout cas, il faut qu'on y réfléchisse, parce que c'est aussi le devoir, enfin notre devoir des gens comme nous d'encadrer ces mouvements-là, pour les protéger. Alors, une autre question dans le cadre des manifestations. Alors, le cas des Black Blocs, des casseurs, qui sont, bon, je sais pas, voilà, dans les manifestations, est-ce que ce sont des individus manipulés par les autorités? Est-ce que, ça on peut pas savoir, je sais pas. C'est difficile à savoir. Ce que disent souvent les syndicats, c'est que enfin, la police aurait tendance à les laisser faire, en fait, hein. Alors après, il faudrait vérifier. Moi, quand un leader syndical formule une accusation de ce genre, je l'écoute avec attention, parce que c'est quand même des gens sérieux. Donc, je me souviens d'une manif du 1er mai, pas celle de cette année, hein, où l'hypothèse avait été évoquée. Hein, en fait, même s'ils sont très bien organisés, ces gens, c'est des groupes dont certains viennent de l'étranger, d'Allemagne, et tout ça, ils sont très bien organisés. Bon, serait un petit peu, on leur laisserait un petit peu le champ libre pour que ça dégénère, et justement justifier la répression. Ça, c'est à vérifier. Je ne sais pas si les syndicats ont mené leur, leur propre enquête. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon formulait cette hypothèse aussi pour dimanche, là. Donc, bon. Pardon, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, en ce moment, là, le fil s'est un peu tari. Alors, un nouveau message. Et quel serait l'intérêt, oui, de venir d'Allemagne pour affronter les... oui. En fait, ce seraient des groupes, d'extrême gauche organisés à l'échelle européenne. Et donc, ils se réuniraient à l'occasion pour montrer leur force. Et donc, ils se déplaceraient quand il y a un grand événement dans un pays où ils savent qu'ils vont pouvoir faire parler d'eux, voilà, pour faire nombre. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on peut les repérer. Mais on sait que tous ces groupes sont organisés à l'échelle européenne, ça, c'est effectivement connu, ça. Alors moi j'ai une question peut-être sur l'état, parce qu'on peut-être pas trop on a parlé pas mal de la police, mais l'état de la justice. Alors il y avait pas mal d'articles, je crois qu'il y avait notamment une enquête de, je crois que c'est Jean-Michel Dumay sur Oui, l'état, et notamment, je crois qu'il avait enquêté à Rennes, je crois. Et effectivement, sur l'état de la justice
actuellement, je crois que c'est l'une des plus, au niveau européen, je crois que le pourcentage par rapport au budget, c'est l'un des plus faibles d'Europe, je crois, la France. Mm. Alors que c'est un peu l'inverse au niveau policier, justement. Ouais, les moyens de la police diminuent et en tout cas, ils ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Et comme la société, dans le même temps, se décompose, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de la justice, qui se tournent vers la justice, et celle-ci a de moins en moins les moyens de faire face à tout ça. C'est pour ça que les accusations, quand on entend les policiers dire le problème de la police, c'est la justice, c'est assez injuste parce qu'ils sous-entendent que en fait, les magistrats sont de mauvaise volonté ou qu'ils sont trop humanistes et que donc ils ne veulent pas sanctionner les délinquants. Ce n'est pas du tout ça le problème. C'est les conditions dans lesquelles travaille la justice ne permettent pas une justice sereine et efficace, alors que les occasions d'intervenir, elles, se multiplient. Et, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le choix des gouvernants depuis 40 ans, c'est celui de solutions répressives et sécuritaires au détriment de toutes les autres, qui pourraient être soutenir la justice, renforcer les services publics, faire de la prévention, faire de l'accompagnement social. Ben non, on préfère la solution sécuritaire qui permet de l'affichage, de la communication politique, qui permet aussi de la surveillance. Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est des choix de société. Alors, je voyais dans la conversation quelqu'un qui disait que faire, c'est toujours la question. En tout cas, je me demande moi, si on n'est pas arrivé à un pic de cette tendance sécuritaire. C'est-à-dire ça monte depuis 30 ou 40 ans. Est-ce que là, finalement, on voit qu'il y a de plus en plus de protestations, on voit qu'il y a de plus en plus d'associations qui dénoncent ça, qu'il y a des avocats qui s'organisent. Euh, je me demande si on n'est pas finalement arrivé à un point culminant et que peut-être on va commencer à, disons, à poser des questions, à remettre en cause ça et en tout cas, déjà en le dénonçant, à le faire apparaître. Parce que derrière ces mesures sécuritaires, il y a une pensée, il y a une idéologie qui tire prétexte des événements pour se mettre en place. Donc c'est aussi en révélant et en dénonçant cette idéologie, cet état d'esprit, comme le fait par exemple le magistrat Vincent Césaire, comme le font les gens de la Quadrature du Nerf, qu'on commence à organiser la résistance contre ça, parce qu'on les a vus, comme on dit, on vous a vus. Alors, il y a je sais, alors, je ne sais pas du tout. Alors, je vais la poser. Peut-on exclure les actions undercover comme les gars des RG Bordeaux? Je crois qu'il y avait déclenché le cassage de Mitterrand au Larzac. Alors, je ne sais pas du tout. Le caillachage de Mitterrand au Larzac, ça doit dater de quelques années déjà. Oui, ça remonte aux années 70, j'imagine, avant qu'il soit président. Donc, je ne sais pas exactement. Alors, moi, j'avais une autre question aussi, toujours par rapport à la justice, parce qu'on avait reçu ici à Rennes, c'est un article qui s'appelait «Les justiciers autoproclamés». Est-ce que l'une des tendances, justement, avec cette absence de justice, on pourrait, parce qu'on n'a pas une réponse à ces AVD, est-ce qu'une tendance vers justement ces phénomènes d'auto-justice, on voit aux États-Unis, enfin, c'est plus dans la tradition, pourrait venir s'implanter en France où finalement les gens créent eux-mêmes leur propre le Ouais. militantisme, le vigilantisme, des choses comme ça, des tendances. Mm. C'est sûr que c'est un phénomène à surveiller. Effectivement, c'est connu aux États-Unis, mais on voit quand même en France, et on n'en est pas aux milices vigilantes comme aux États-Unis, des compagnies de sécurité privées qui parfois ont des méthodes. Voilà. Donc, il n'y a pas si longtemps, on avait des milices patronales. C'est pas si vieux que ça aussi, hein.
Donc là, on a des compagnies de sécurité privées, il y a tout ce débat sur l'armement des polices municipales. Pourquoi je fais le lien? C'est parce que normalement, historiquement, l'État a le monopole de la police, sous le contrôle du Parlement. Il a le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime. Et là, on voit qu'il y a un mouvement idéologique qui pousse pour qu'une partie de cette autorité soit transférée ou démembrée. Alors pour l'instant, les polices municipales ne sont pas armées, sauf erreur. Mais c'est une revendication d'armer les polices municipales, alors que normalement, il n'y a que l'État qui peut, il n'y a que la police nationale. Voilà. On sait que l'extrême droite pousse à ce que les citoyens s'auto-organisent pour se protéger, en faisant des patrouilles, etc. Donc ça, c'est sûr que si l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité, on prendra le risque de ce type de dérive, mais la réponse n'est pas, contrairement à ce que dit l'extrême droite, à renforcer les lois pénales, la sécurité, on en a déjà plein. Et l'augmentation de la violence n'est pas due à l'absence de lois répressives. L'augmentation de l'insécurité, si elle est avérée, elle n'est pas due au manque de pouvoir policier, pas du tout. Elle est due à bien d'autres facteurs, aux décompositions sociales, à la montée des inégalités, justement à la faiblesse des services publics, au manque de moyens pour la justice. Donc, c'est pas du tout en renforçant la pénalisation, l'esprit sécuritaire, qu'on résoudra les problèmes. Ça, c'est un tropisme, c'est une vision tordue de l'extrême droite et des gouvernements autoritaires, qui en plus n'est pas du tout efficace. À chaque fois, il faut en rajouter pour avoir l'air d'avoir l'air avec des résultats qui, évidemment, ne peuvent pas être bons, puisque les problèmes de sécurité viennent d'ailleurs. Alors, on va encore prendre une ou deux questions. Alors, c'est quelque part, c'est aussi effectivement, parce que dans la statistique, en fait, on a les policiers, mais on n'a pas que ces forces-là pour l'ordre public, enfin l'ordre public ou l'ordre privé, tout ce qui est lié à la surveillance, effectivement, on n'a pas de statistiques. Les policiers, si on ajoute les policiers municipaux, la gendarmerie, parce que là, on a quand même beaucoup, on n'a pas des statistiques précises par rapport à ça. Si, peut-être. Par rapport au nombre D'agents, on va dire, d'agents de l'ordre qui soient, enfin, de différentes institutions, même d'organismes privés et tout ça, parce que moi, j'avais entendu dire que c'était là en France qu'on avait la plus forte densité de ce type d'agents par rapport à ça. Mais bon, ça n'a pas de. Alors là, il faudrait vérifier, sans doute que des gens comme Laurent Bonelli ont des chiffres comme ça. Mais effectivement, il faudrait regarder. Là, je n'ai pas de chiffres en tête. Je regardais si on en avait mis dans les boîtes faites. Mais d'une manière de voir. Mais alors, sinon, j'ai une autre question, d'ailleurs, qui revient. C'est par rapport à Julian Assange, justement. Alors, ça, c'est plutôt dans le volet numérique. Donc, le Monde Diplo soutient, fait pas mal d'articles. Oui. Julian Assange, ben voilà, c'est encore un exemple de quelque chose qui ne devrait pas arriver, c'est-à-dire un journaliste qui est poursuivi pour ses activités de journaliste. Et ça, normalement, dans les démocraties, il n'y a pas de délit de presse. Donc, en fait, l'affaire Assange, c'est en fait le rétablissement du délit de presse. Et malheureusement, les démocraties occidentales ne jouent pas leur rôle. Là, on dénonce les atteintes à la liberté de la presse en Russie, on a raison, parce que là, ce que fait Poutine est extrêmement grave, mais on a un cas chez nous d'un journaliste qui est poursuivi, enfermé, privé de liberté depuis des années pour fait de presse, et aucun gouvernement européen ne va lui offrir l'asile ou quelque chose pour le protéger. C'est vraiment un scandale absolu. Et il faut absolument libérer Julian Assange le plus vite possible. Effectivement, avec la plupart des organisations de journalistes, nous demandons au monde diplomatique la libération de Julian Assange. Écoutez, très bien. On prend une dernière question. Et puis, la dernière. Il y a de nouveaux messages, mais il y a une question concernant
Alors, tout ce qui est fichiers qui sont multipliés, projets d'interconnexion centralisés. Alors, je crois qu'il y a il y avait une affiche qui a été glissée après dans le. Voilà. Il y a une affiche dans le manière de voir qui fait justement un tableau de la toile des fichiers dans lesquels on est inscrit, parfois sans s'en rendre compte. Alors, pour ceux qui achèteraient le manière de voir en kiosque, il y a eu un petit problème à l'imprimerie. Tous les manières de voir ne comprennent pas l'affiche, mais il suffit de nous écrire et on l'envoie gratuitement à ceux qui ne la trouveraient pas dans leur exemplaire. Donc, avec notre cartographe Cécile Marin et le chercheur Jérôme Torel de l'association zit.fr, on a fait une affichette avec les grands fichiers et leur interconnexion. Et on s'aperçoit en fait qu'on est tous inscrits pour des raisons diverses dans des tas de fichiers qui peuvent être, dans certains cas, interconnectés, confiés à la police sans forcément qu'on s'en rende compte. Et donc la fiche donne un effet assez impressionnant, on a l'impression d'une toile, et ce n'est qu'une partie des fichiers. Alors, on peut afficher, mais effectivement, je l'ai là, mais bon, je ne sais pas si ça intéresse. Je peux l'afficher là, je dois l'avoir en partage. Alors, ce qui est intéressant, là, je vois une remarque intéressante de quelqu'un qui s'appelle Jacqueline. Souvent, effectivement, elle dit, elle pose la question de pouvoir demander à être retiré d'un fichier, etc. Souvent, on ignore qu'on a la possibilité de demander à voir son dossier, de vérifier si on est inscrit, de demander des inscriptions, qu'on peut s'adresser aux défenseurs des droits, qu'il y a quand même la Commission nationale informatique et liberté. Souvent, on ignore qu'il y a des possibilités, au moins de s'informer, parfois d'obtenir effectivement. Voilà, Jacqueline, merci de compléter. Et alors après, il y a toute la question qu'on évoquait aussi tout à l'heure, que les instances de contrôle, comme la CNIL, n'ont pas forcément les moyens de répondre, de surveiller déjà tout. Par exemple, la CNIL est sollicitée, par exemple, pour la surveillance dans les villes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut s'informer et Bon, je crois la connexion a sauté. Alors, je ne sais pas qui est Béatrice, mais la connexion donc, a sauté d'Anne-Cécile. On va attendre un petit peu si elle peut se reconnecter. Mais ouais, on l'a perdu. Sinon, vous pouvez télécharger, effectivement, je vais vous mettre le fichier. Vous pouvez le télécharger directement à ce fichier-là. Je crois que si vous êtes abonné, vous ne devez pas avoir de problème pour voilà. Carte fichage, si vous voulez aller dessus, vous pouvez l'avoir sans aucun problème.